Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch et bienvenue aux gens qui sont là pour la rediffusion sur YouTube. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir gratuitement l'Aube des Songes, ça se passe au bout de mon doigt tout de suite avec le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification et bien sûr l'espace de commentaires. Pensez à bien laisser un petit mot si vous voulez que d'autres personnes profitent des histoires qu'on se raconte ici et puis pour permettre aussi à la chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube. Et si vous trouvez que mon travail mérite un salaire, eh bien rendez-vous en barre de description également, puisque vous y retrouvez le lien pour le Tipeee de l'Aube des Songes, qui reste la meilleure façon de me soutenir. Pourquoi? Parce que pour l'équivalent d'un café par semaine, vous recevez tous les dimanches à midi, dans votre boîte mail personnelle, une histoire originale écrite par les soins de votre serviteur. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a quelqu'un qui a rejoint le Tipeee. Merci à cette personne-là qui se reconnaîtra et qui recevra donc dès ce dimanche à midi une histoire originale, comme promis. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bonsoir Patient Cortex, bonsoir Raveline, bonsoir Suisse Kazoo, merci Naifi pour le raid. Et merci aussi pour avoir rejoint l'équipage. J'ai vu que tu avais fait ça juste avant que le live commence en fait. Bonsoir Lizoul, ouah, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Merci d'être là, comment tu vas? Et les gens, je suis un tout petit peu à la bourre ce soir, je vous en demande pardon. Ah, merci Medrael Art. Medrael. Oh, mais Medrael. Attends, Medrael, la même Medrael que dans l'équipe de Bavard Stories. Merci d'être là, merci de rejoindre. Ça va bien, Lisol, je te remercie. On vient de terminer, enfin, je viens de terminer une période qui était un peu épaisse, on va dire. Ces 3 dernières semaines, c'était création de spectacle d'une pièce qu'on a pu jouer devant des programmateurs eh bien hier, pas plus tard qu'hier. Et c'était très très chouette. Je suis très satisfait du boulot qui a été fait. C'est un truc, c'est une pièce assez chelou, mais je suis très très content du rendu que ça donne. Enfin, Youhou! Ouh! merci Swiss Kazoo qui offre un abonnement à l'équipe. Et c'est qui en a le bénéficiaire? C'est qui? C'est Noctambule! Bienvenue, merci. Swiss Kazoo, et puis félicitations Noctambule qui du coup devient abonné de la chaîne. Voilà, voilà. Cette période-là, donc, que je disais, est terminée. Et puis, ben du coup, ça a été un peu chaotique. Vous avez pu le voir, les sorties sont brinque-ballantes. Je crois que le live de lundi a dû sortir genre maintenant ou à quelques minutes. Je vais regarder. Et bref, j'ai dû terminer encore les jingles et le précédemment qui est fait. Tout est fait pour ce soir. Simplement, j'ai pas eu le temps de les régler. Ce que je vais donc faire maintenant, si vous le permettez, je vais voir si tout est bien en place, si tout est bien en ordre. Mais sinon, tout fonctionne très 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 bien. Coucou Loupio de Feu Follet. Merci d'être là pour cette deuxième partie du conte de Monte Cristo. Et je vous le garantis, ce soir, le drama commence. Ça va être incroyable.
Je vais faire quelques badges et je crois que tu voulais changer le fond de ta chaîne, non? Oui, Lisoul! Oui, 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 oui. Youhou! Ouh! Ouah, mais Ravline, t'as craqué! Merci, Ravline! Ah, et du coup, on a passé en cortex Joao Ka- Krasl-Gezek. Je ne savais même pas que tu suivais la chaîne, Joao, mais du coup, merci. Merci aussi pour Neo Acario, que je ne connaissais pas non plus, mais il y a plein de gens qui sont venus en fait pendant que j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Valimec aussi, enfin pour Valimec du coup, et merci pour Medrael. Mais merci Ravline, c'est le craquage. Ravline qui subitement a le pouvoir de l'argent, elle a fait attends, attends, c'est maintenant! C'est maintenant que ça se passe! Vite! Des abonnements! Bon, bah voilà. Merci Ravline. Merci beaucoup. C'est super chouette. Bien, 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 c'est super chouette. Puis surtout, ça me rapporte de l'argent. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait, chaque abonnement et chaque type, c'est ce qui me rapproche un peu plus de l'indépendance. Ça veut dire quoi l'indépendance? Ça veut dire que je ne dépends que de vous financièrement. Et ça, franchement, ce sera un accomplissement personnel. Vraiment. Parce que ça a l'air de rien, hein. Mais quand vous vous destinez à devenir artiste d'une façon ou d'une autre, le fait de vous dire, ok, aujourd'hui, je peux dormir, manger, m'occuper de moi, donc me laver, ça compte de se laver. Et en fait, les seules personnes à qui je dois des comptes, ce sont les gens qui viennent voir ce que je produis. La liberté. Super. Donc du coup, merci les gens. Coucou, Sweet Pelote DB. Bonsoir, bonsoir. Tu arrives pile dans les temps. Nous allons commencer la lecture d'ici 10 petites minutes. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de blablater, je vais vérifier que les jingles... Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, on s'en fiche. Ça, on est bon. Ça, il n'y en a pas. Précédemment. Dans le compte de mon... Stop! Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Voilà, tout fonctionne. Ah, Swisscazoo qui, évidemment, Swisscazoo va me chercher le truc que je n'ai pas pensé à réactiver. Ah, bravo, Swisscazoo. J'avais pas pensé à ouvrir la zone de notification. La fameuse zone de notification. J'ai eu chaud, mon ordi sort du riz. Il a bu la tasse de thé. Ah, d'accord. Ah oui, je vois. Donc en fait, tu l'as vraiment plongé dans du riz pour essayer de le sauver. Eh ben écoute, je suis ravi de savoir que tu as réussi à le sauver. Maintenant que ma bienveillance peut s'exprimer autrement qu'avec des mots et des câlins, je profite surtout pour une chaîne aussi qualitative. Euh, te- te- Eh ben écoute, ces considérations t'appartiennent, mais ça me touche, Raveline. Je suis heureux de savoir que c'est fait à ce point-là. Mais il est sauvé, il n'a perdu que le Y. C'est très bien. En même temps, si tu ne vis pas en Grèce, t'as pas vraiment besoin d'un Y. J'ai envie de dire. À part pour écrire xylophone. Mais qui utilise le mot xylophone? Hmm. Et là, dans les 5 minutes qui suivirent, tout le chat utilisa son clavier pour écrire des phrases avec xylophone dedans. C'est sûr. L'esprit de contradiction de l'être humain, c'est fantastique. Hop, 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 hop. Où en suis-je? Où suis-je? Ouah, mais du coup, je viens de voir que ça fait 90 follow! Il y a 90 personnes dans l'équipage, incroyable! Merci beaucoup, on se rapproche des 100. On se rapproche des 100 à vitesse grand V, mais en fait c'est fou, ça fait... La chaîne a quoi, 3 mois? C'est fou! C'est hallucinant. Hallucinant. Oui, oui j'ai utilisé 2 fois Noctambule, c'est vrai. Merci, je prends. Quand le musicien studio te demande un xylophone et que tu l'envoies pas être avec gentillesse. Vraie anecdote, Medrael. Euh, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais un groupe de chansons humoristiques qui a plongé, comme beaucoup de groupes d'ailleurs quand tu commences la musique un peu tôt. Et puis quelques années plus tard,
les anciens membres m'ont un peu fait du pied pour que j'en revienne et qu'on fasse un deuxième avec les chansons qu'on n'avait pas enregistrées. Ce qu'on a fini par faire. Et j'avais la chance de faire ce projet avec mon meilleur ami, qui est forcément quelqu'un que j'estime, mais qui est un compositeur, je vais pas encore dire de génie, mais qui a le potentiel en tout cas, très clairement, de devenir un compositeur d'exception. Je le pense vraiment. Euh, Parce que vous savez, en fait, c'est le genre d'autodidacte qui maîtrise incroyablement son sujet alors qu'il a vaguement potassé le truc d'un peu loin, mais juste parce qu'il est passionné. Et mon meilleur ami fait partie de ce genre de personnes-là. Et donc on était au stade des arrangements. Et c'était une chanson qui manquait un peu de peps, il manquait d'un truc. Et on fait, mais purée, c'est pas possible, on va bien finir par trouver, qu'est-ce que c'est? Et mon meilleur ami, à ce moment-là, je sais ce qu'il faut. Laisse-moi faire, reviens dans 10 minutes. Je fais d'accord, je sors. Je reviens 10 minutes après. Et je le vois qui est en train de taper sur un clavier en s'agitant dans tous les sens. Et je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de rajouter? Du xylophone. Tu te moques de moi ou... Non, 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 je te jure, du xylophone. Mhm. Il m'a fait écouter, et en ayant rajouté du xylophone, c'était incroyable. À quoi je pensais cela dit? Oui, il y avait des choses que je n'avais pas encore rajoutées. Stream Elements. Je pause. Sinon les gens ça va, la semaine se passe bien. Est en train de bien se finir, vous avez un bon week-end en perspective. Prêt à attaquer cette deuxième partie du conte de Monte Cristo? Minuteur, minuterie. Voilà. Hops, on y est, ça c'est bon. Euh, En l'occurrence, c'était un Glockenspiel, le xylophone qui avait été ajouté, Medrael. C'est Sweet Pelote DB. Yes! J'ai pas de Y. Eh bien, à ce moment-là, tu peux écrire oui. Ah oui, attention, c'est un moment pomme. Soit dit en passant, l'aube des songes, tu as un très jeune public ce soir. Alexandre est à côté de moi. Eh bien, écoute, j'espère que ça lui plaira. C'est peut-être un peu compliqué pour ses petites oreilles. Mais si je me rappelle bien, tu me disais que, ben, en fait, même, comment dire, même, enfin, tu lui faisais écouter des bouts d'Arsène Lupin, je crois. Donc, bon, ça devrait aller. Faut le remplacer par deux I, le Y. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, le saviez-vous, le Y en grec se dit U. Voilà. Ça fait très, très, très bizarre les premières fois. Euh, Alors, je te croyais à Smyrne. Gna gna gna. Remonte, 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 remonte. Encore, encore, encore. Voilà, Jingle 2. Le 24 février 1815. Ça, c'est la première partie. Oui. Danglars suivi de Tatas. Oui, ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. C'est la suite. La suite, la suite, la suite. US, ça fonctionne pas pareil. Hey, effectivement, ensuite Pelote DB. Des bouts d'Arsène Lupin, des contes de la chaîne YouTube, etc. Ta voix et celle de Bavard ont un côté apaisant pour lui, ça l'aide à s'endormir. Bah écoute, tant mieux. Et la voix de Bavard a un effet apaisant. C'est apaisant les contes de Bavard? Parce que, enfin, Bavard, je le connais aussi dans la vie de tous les jours, donc je sais que sa voix peut calmer s'il raconte une histoire doucement. Mais dans ses lives, la plupart du temps, c'est pas tout à fait la définition que j'ai du mot apaisant.
Aujourd'hui, j'ai 2 trucs relous qui me sont arrivés. De la paperasse avec ma tante. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, Raveline, je suis désolé, mais si dormir sous tente, c'est trop compliqué, il faut vivre dans un appartement ou dans une maison. Mais et puis, alors que je marchais avec ma mère, ma soeur et mon neveu dans la forêt, un oiseau crut de... Ah bah écoute, désolé Raveline. Je suis désolé pour toi. Véridique, il s'est endormi en écoutant le best-of. En écoutant le best-of. Le- Attendez. Attendez. En écoutant le best-of. Mais c'est pas... Attends, non. Euh... Euh... euh, Bavard Stories Best of. Oh, quelle horreur. Non, pas ça. Mais, mais non. Mais Bavard tiré en bas. Bah voilà. Alors. Voilà le lien pour le best-of de la chaîne de Bavard pour l'année 2020. Bon, déjà, je trouve que le montage est plutôt quali pour un premier best-of et ça donne une assez bonne ambiance. Mais jugez par vous-même, écoutez ça et dites-moi si c'est reposant. Mais pas maintenant! Bande de joyeux gredins que vous êtes. Puisqu'il est 19h30, et si nous voulons avancer dans le conte de Monte Cristo de façon qualitative et quantitative, tout en ayant la possibilité de rejoindre Bavard à la fin de, eh bien de la lecture, nous n'allons pas tarder à commencer. Nous n'allons pas tarder à commencer. Est-ce que je peux avoir la gestion de stream sur mon téléphone, s'il vous plaît? Téléphone. Oui, j'ai. Super. Hop. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai baissé un peu le volume? Soyez sage, à partir de 20h30, je commencerai à faire la cuisine. Heureusement que tu dis ça quand Snorri n'est pas encore arrivé, Suizkazu. Cela dit, à part Suizkazu, est-ce qu'on a un autre modo dans le chat? Je ne crois pas. Il n'y a point d'autre modo dans le chat. Hmm. Ah, bah coucou Rocken! Bon bah voilà, si Rocken est là, nous ne risquons rien. Ah, il vient d'arriver? Trop bien. En fait, c'est super. Coucou Rocken. Non, mais en fait, c'est incroyable parce que, en gros, Kazu vient de dire, bon, soyez sage à partir de dans une heure parce que je vais commencer à faire de la cuisine. Puis je fais, mais attendez, est-ce que j'ai un autre modo dans le chat? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un autre modo dans le chat? Et à ce moment-là, Rocken. Ah, me voilà. Incroyable. Super. Heureusement que personne n'a dit miaou. Pourquoi il y a des sanctions quand les gens disent miaou? L'aube, le pouvoir d'invoquer les modos. Ouais, bah tu vois, c'est comme dans Landfeus de 3, et, tout le monde a un pouvoir, et bah, le mien, c'est un pouvoir mineur. Je peux invoquer des modérateurs sur Twitch. Alors oui, c'est des modérateurs de qualité. Maintenant, s'il y a un troll qui attaque ma maison, je peux pas faire grand-chose. À moins que je puisse invoquer des modérateurs pour qu'ils se fassent taper à ma place. Mais non, super. Super. Évidemment, mais des modérateurs de qualité. C'est des modérateurs qui font leur travail plus vite que l'éclair. On en a eu la preuve, rappelez-vous, sur Discord avec Suizkazu et avec Rocken. Ai-je besoin de refaire l'étendue du journal de combat et de l'alignement de médailles du mérite
de Rock'n le Troll, le modo qui fait son travail plus vite que son ombre. Coucou Mad Squat, bah écoute ça va plutôt pas mal et en fait tu arrives pile au bon moment puisque c'est le moment où je jette mon pull pour lancer le précédemment. Et d'ici quelques minutes, eh bien, la lecture de ce soir pour le conte de Monte Cristo. Je n'ai pas pu prévoir les volumes avant de venir ce soir, sinon j'aurais été encore plus en retard que ce que j'étais. Donc, si à un moment la musique est trop forte, envoyez-moi un message tout de suite. Je peux garder un message dans le chat ici. Donc, n'hésitez pas à me le dire et je réglerai au mieux en fonction. Ça va ? Si c'est bon pour tout le monde, hop. Si c'est bon pour tout le monde, hop, je ressors. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 0. Tac. On est bon. Nous sommes bons. Alors. Ah oui, oui, c'est ça que j'oubliais. Ferme la zone de notification, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Et maintenant, chers amis, si vous le voulez bien, l'aube des songes commence. Précédemment, Dans le conte de Monte Cristo. nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. Que lui est-il donc arrivé? Il est mort. Et comment va l'empereur? Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi? Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Vous avez bien fait, Dantès, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. En quoi voulez-vous, monsieur, que cela me compromette? Je ne sais même pas ce que je portais. Et l'empereur ne m'a fait que les questions qu'il eût faites au premier venu. Bon. Vous prendrez le temps que vous voudrez, Dantès. Seulement, dans 3 mois, il faudra que vous soyez là. Le pharaon ne pourrait pas repartir sans son capitaine. Sans son capitaine? Votre intention serait-elle de me nommer capitaine du pharaon? Si j'étais seul, je vous tendrais la main, mon cher Dantès. Et je vous dirais, c'est fait. Fernand, que tu vois, et qui est un bon et brave Catalan, est amoureux d'une belle fille qu'on appelle Mercedes. Mais malheureusement, il paraît que la belle fille, de son côté, est amoureuse du second du pharaon. Et à quand la noce? Oh, elle n'est pas encore faite. Non, mais elle se fera. Buvons donc au capitaine Edmond Dantès, mari de la belle Catalane. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton.
Danglars suivit Edmond et Mercédès des yeux jusqu'à ce que les deux amants eussent disparu à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. Puis, se retournant alors, il aperçut Fernand qui était retombé pâle et frémissant sur sa chaise, tandis que Caderousse balbutiait les paroles d'une chanson à boire. « Ah ça, mon cher monsieur, dit Danglars à Fernand, voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde. »« Il me désespère, dit Fernand. »« Vous aimiez donc Mercédès ?»« Je l'adorais. »« Depuis longtemps ?»« Depuis que nous nous connaissons. Je l'ai toujours aimée. »« Et vous êtes là à vous arracher les cheveux au lieu de chercher remède à la chose. » Que diable! Je ne croyais pas que ce fût ainsi qu'agissaient les gens de votre nation. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Fernand. « Et que sais-je, moi? Est-ce que cela me regarde? Ce n'est pas moi, ce me semble, qui suis amoureux de mademoiselle Mercédès. Mais vous. Cherchez, dit l'Évangile, et vous trouverez. J'avais trouvé déjà. Quoi? Je voulais poignarder l'homme. Mais la femme m'a dit que s'il arrivait malheur à son fiancé, elle se tuerait. Bah, on dit ces choses-là, mais on ne les fait point. Vous ne connaissez point Mercédès, monsieur. Du moment où elle a menacé, elle exécuterait. Imbécile, murmura Danglars. Qu'elle se tue ou non, que m'importe, pourvu que Dantès ne soit point capitaine. Et avant que Mercédès meure, reprit Fernand avec l'accent d'une immuable résolution, je mourrai moi-même. « En voilà de l'amour !» dit Caderousse d'une voix de plus en plus avinée. « En voilà où je ne m'y connais plus !»« Voyons, dit Danglars, vous me paraissez un gentil garçon, et je voudrais, que le diable m'emporte, vous tirer de peine, mais... »« Oui, dit Caderousse, voyons. » Mon cher, reprit Danglars, tu es aux trois quarts ivre. Achève la bouteille et tu le seras tout à fait. Bois et ne te mêle pas de ce que nous faisons. Pour ce que nous faisons, il faut avoir toute sa tête. Moi, ivre, dit Caderousse, allons donc. J'en boirai encore 4 de tes bouteilles qui ne sont pas plus grandes que des bouteilles d'autre Cologne. Père Pamphile, du vin! Et pour joindre la preuve à la proposition, Caderousse frappa avec son verre sur la table. Vous disiez donc, monsieur, reprit Fernand, attendant avec avidité la suite de la phrase interrompue. Que disais-je? Je ne me le rappelle plus. Cette ivrogne de Caderousse m'a fait perdre le fil de mes pensées. Ivrogne tant que tu le voudras. Tant pis pour ceux qui craignent le vin. C'est qu'ils ont quelques mauvaises pensées qu'ils craignent que le vin ne leur tire du cœur. Et Caderousse se mit à chanter les 2 derniers vers d'une chanson fort en vogue à cette époque. Tous les méchants sont buveurs d'eau, c'est bien prouvé par le déluge. Vous disiez, monsieur, reprit Fernand, que vous voudriez me tirer de peine. Mais ajoutiez-vous? Oui, mais, ajoutai-je, pour vous tirer de peine, il suffit que Dantès n'épouse pas celle que vous aimez. Et le mariage peut très bien manquer, ce me semble, sans que Dantès meure. La mort seule les séparera, dit Fernand. Vous raisonnez comme un coquillage, mon ami, dit Caderousse. Et voilà Danglars, qui est un finaud, hein, un malin, un grec, qui va vous prouver que vous avez tort. Prouve, Danglars, j'ai répondu de toi.
Dis-lui qu'il n'est pas besoin que Dantès meure. D'ailleurs, ce serait fâcheux qu'il mourût, Dantès. C'est un bon garçon. Je l'aime, moi, Dantès. À ta santé, Dantès. Fernand se leva avec impatience. Laissez-le dire, reprit Danglars en retenant le jeune homme. Et d'ailleurs, tout ivre qu'il est, il ne fait point si grande erreur. L'absence disjoint tout aussi bien que la mort. Et supposez qu'il y ait entre Edmond et Mercédès les murailles d'une prison. Ils seront séparés ni plus ni moins que s'il y avait là la pierre d'une tombe. Oui, mais on sort de prison, dit Caderousse, qui, avec les restes de son intelligence, se cramponnait à la conversation. Et quand on est sorti de prison et qu'on s'appelle Edmond Dantès, on se venge. Qu'importe, murmura Fernand. D'ailleurs, reprit Caderousse, pourquoi mettrait-on Dantès en prison? Il n'a ni volé, ni tué, ni assassiné. Tais-toi, dit Danglars. Je ne veux pas me taire, moi, dit Caderousse. Je veux qu'on me dise pourquoi on mettrait Dantès en prison. Moi, j'aime Dantès. À ta santé, Dantès. Et il avala un nouveau verre de vin. Danglars suivit dans les yeux atones du tailleur les progrès de l'ivresse, et se tournant vers Fernand, « Eh bien, comprenez-vous, dit-il, qu'il n'y a pas besoin de le tuer? » Non, certes, si, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait le moyen de faire arrêter Dantès. Mais ce moyen, l'avez-vous? En cherchant bien, dit Danglars, on pourrait le trouver. Mais, continua-t-il, de quoi diable vais-je me mêler là? Est-ce que cela me regarde? Je ne sais pas si cela vous regarde, dit Fernand en lui saisissant le bras, mais ce que je sais, c'est que vous avez quelque motif de haine particulière contre Dantès. Celui qui est lui-même ne se trompe pas aux sentiments des autres. Moi? Des motifs de haine contre Dantès? Aucun, sur ma parole. Je vous ai vu malheureux et votre malheur m'a intéressé, voilà tout. Mais du moment où vous croyez que j'agis pour mon propre compte, adieu, mon cher ami, tirez-vous d'affaire comme vous pourrez. Et Danglars fit semblant de se lever à son tour. Non pas, dit Fernand en le retenant, restez. Peu m'importe au bout du compte que vous en vouliez à Dantès ou que vous ne lui en vouliez pas. Je lui en veux, moi, je l'avoue hautement. Trouvez le moyen et je l'exécute, pourvu qu'il n'y ait pas mort d'homme, car Mercédès a dit qu'elle se tuerait si l'on tuait Dantès. Caderousse, qui avait laissé tomber sa tête sur la table, releva le front, et regardant Fernand et Danglars avec des yeux lourds et hébétés, « Tuer Dantès ?» dit-il. Qui parle ici de tuer Dantès? Je ne veux pas qu'on le tue, moi. C'est mon ami. Il a offert ce matin de partager son argent avec moi comme j'ai partagé le mien avec lui. Je ne veux pas qu'on tue Dantès. Et qui te parle de le tuer, imbécile? Reprit Danglars. Il s'agit d'une simple plaisanterie. Bois à sa santé, ajouta-t-il en remplissant le verre de Caderousse, et laisse-nous tranquilles. Oui, oui. À la santé de Dantès, dit Caderousse en vidant son verre. À sa santé. À sa santé. Là. Mais le moyen, dit Fernand. Vous ne l'avez donc pas encore trouvé, vous? Non,
vous vous en êtes chargé. C'est vrai, reprit Danglars. Les Français ont cette supériorité sur les Espagnols que les Espagnols ruminent et que les Français inventent. Inventez donc alors, dit Fernand avec impatience. Garçon, dit Danglars, une plume, de l'encre et du papier. Une plume, de l'encre et du papier, murmura Fernand. Oui, je suis agent comptable. La plume, l'encre et le papier sont mes instruments, et sans mes instruments, je ne sais rien faire. Une plume, de l'encre et du papier, cria à son tour Fernand. Il y a ce que vous désirez là sur cette table, dit le garçon en montrant les objets demandés. Donnez-les-nous alors. Le garçon prit le papier, l'encre et la plume, et les déposa sur la table du berceau. Quand on pense, dit Caderousse en laissant tomber sa main sur le papier, qu'il y a là de quoi tuer un homme plus sûrement que si l'on attendait au coin d'un bois pour l'assassiner. J'ai toujours eu plus peur d'une plume, d'une bouteille d'encre et d'une feuille de papier que d'une épée ou d'un pistolet. Le drôle n'est pas encore si ivre qu'il en a l'air, dit Danglars. Versez-lui donc à boire, Fernand. Fernand remplit le verre de Caderousse, et celui-ci, en véritable buveur qu'il était, leva la main de dessus le papier et la porta à son verre. Le Catalan suivit le mouvement jusqu'à ce que Caderousse, presque vaincu par cette nouvelle attaque, reposa, ou plutôt laissa retomber son verre sur la table. Eh bien, reprit le Catalan en voyant que le reste de la raison de Caderousse commençait à disparaître sous ce dernier verre de vin. Eh bien, je disais donc, par exemple, reprit Danglars, que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste, je le dénoncerai, moi, dit vivement le jeune homme. Oui, mais alors on vous fait signer une déclaration. On vous confronte avec celui que vous avez dénoncé. Je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien. Mais Dantès ne peut rester éternellement en prison. Un jour ou l'autre, il en sort, et ce jour où il en sort, malheur à celui qui l'y a fait entrer. Oh, je ne demande qu'une chose, dit Fernand, c'est qu'il vienne me chercher une querelle. Oui, et Mercédès qui vous prend en haine si vous avez seulement le malheur d'écorcher l'épiderme de son bien-aimé Edmond. C'est juste, dit Fernand. Non, non, reprit Danglars, si on se décidait à une pareille chose, voyez-vous, il vaudrait bien mieux prendre tout bonnement, comme je le fais, cette plume, la tremper dans l'encre et écrire de la main gauche pour que l'écriture ne fût pas reconnue, une petite dénonciation ainsi conçue. Et Danglars, joignant l'exemple au précepte, écrivit de la main gauche et d'une écriture renversée, qui n'avait aucune analogie avec son écriture habituelle, les lignes suivantes qu'il passa à Fernand, et que Fernand lut à demi-voix. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto-Ferrajo, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon.
À la bonne heure, continua Danglars. Ainsi votre vengeance aurait le sens commun, car d'aucune façon alors elle ne pourrait retomber sur vous, et la chose irait toute seule. Il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre, comme je le fais, et à écrire dessus « À monsieur le procureur royal ». Tout serait dit. Et Danglars écrivit l'adresse en se jouant. « Oui, tout serait dit !» s'écria Caderousse, qui par un dernier effort d'intelligence avait suivi la lecture et qui comprenait d'instinct tout ce qu'une pareille dénonciation pourrait entraîner de malheur. « Oui, tout serait dit. Seulement, ce serait une infamie !» Et il allongea le bras pour prendre la lettre. « Aussi, dit Danglars en la poussant hors de la portée de sa main, aussi ce que je dis, et ce que je dis et ce que je fais, c'est en plaisantant. Et le premier, je serais bien fâché qu'il arrivât quelque chose à Dantès, ce bon Dantès. Aussi, tiens, il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta dans un coin de la tonnelle. « À la bonne heure, dit Caderousse. Dantès est mon ami, et je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. » Et qui diable y songe à lui faire du mal? Ce n'est ni moi ni Fernand, dit Danglars en se levant et en regardant le jeune homme qui était demeuré assis, mais dont l'œil oblique couvait le papier dénonciateur jeté dans un coin. « En ce cas, reprit Caderousse, qu'on nous donne du vin. Je veux boire à la santé d'Edmond et de la belle Mercédès. » Tu n'as déjà que trop bu, ivrogne, dit Danglars. Et si tu continues, tu seras obligé de coucher ici, attendu que tu ne pourras plus te tenir sur tes jambes. Moi, dit Caderousse en se levant avec la fatuité de l'homme ivre, moi, ne pas pouvoir me tenir sur mes jambes. Je parie que je monte au clocher des accoules et sans me balancer encore. Eh bien, soit, dit Danglars. Je parie, mais pour demain. Aujourd'hui, il est temps de rentrer. Donne-moi donc le bras, et rentrons. Rentrons, dit Caderousse. Mais je n'ai pas besoin de ton bras pour cela. Viens-tu, Fernand? Rentres-tu avec nous à Marseille? Non, dit Fernand. Je retourne au Catalan, moi. Tu as tort. Viens avec nous à Marseille, viens. Je n'ai point besoin à Marseille, et je ne veux point y aller. Comment tu dis cela? Tu ne veux pas, mon bonhomme? Eh bien, à ton aise, liberté pour tout le monde. Viens, Danglars, et laissons ce monsieur rentrer au Catalan, puisqu'il le veut. Danglars profita de ce moment de bonne volonté de Caderousse pour l'entraîner du côté de Marseille. Seulement, pour ouvrir un chemin plus court et plus facile à Fernand, au lieu de revenir par le quai de la Rive-Neuve, il revint par la porte Saint-Victor. Caderousse le suivait, tout chancelant, accroché à son bras. Lorsqu'il eut fait une vingtaine de pas, Danglars se retourna et vit Fernand se précipiter sur le papier qu'il mit dans sa poche. Puis, aussitôt, s'élançant hors de la tonnelle, le jeune homme tourna du côté du Pillon. « Eh bien, que fait-il donc ?» dit Caderousse. « Il nous a menti. Il a dit qu'il allait au Catalan, et il va à la ville. Oh là, Fernand, tu te trompes, mon garçon. » « C'est toi qui vois double, dit Danglars.
Il suit tout droit le chemin des vieilles infirmeries. En vérité? Dit Caderousse. Eh bien, j'aurais juré qu'il tournait à droite. Décidément, le vin est un traître. Allons, allons, murmura Danglars. Je crois maintenant la chose bien lancée, et qu'il n'y a plus qu'à la laisser marcher toute seule. Le lendemain fut un beau jour. Le soleil se leva pur et brillant, et les premiers rayons d'un rouge pourpre diaprèrent de leur rubis les pointes écumeuses des vagues. Le repas avait été préparé au premier étage de cette même réserve, avec la même tonnelle de laquelle nous avons déjà fait connaissance. C'était une grande salle, éclairée par 5 ou 6 fenêtres, au-dessus de chacune desquelles, explique le phénomène qui pourra, était écrit le nom d'une des grandes villes de France. Une balustrade en bois, comme le reste du bâtiment, régnait tout le long de ces fenêtres. Quoique le repas ne fût indiqué que pour midi, dès 11 heures du matin, cette balustrade était chargée de promeneurs impatients. C'étaient les marins privilégiés du Pharaon et quelques soldats amis de Dantès. Tous avaient, pour faire honneur aux fiancés, fait voir le jour à leur plus belle toilette. Le bruit circulait parmi les futurs convives que les armateurs du Pharaon devaient honorer de leur présence le repas de noces de leur second. Mais c'était de leur part un si grand honneur accordé à Dantès que personne n'osait encore y croire. Cependant, en arrivant avec Caderousse, confirma à son tour cette nouvelle. Cependant, Danglars, arrivant avec Caderousse, confirma à son tour cette nouvelle. Il avait vu le matin M. Morel lui-même, et M. Morel lui avait dit qu'il viendrait dîner à la réserve. En effet, un instant après eux, M. Morel fit à son tour son entrée dans la chambre et fut salué par les matelots du Pharaon d'un hurrah unanime d'applaudissements. La présence de l'armateur était pour eux la confirmation du bruit qui courait déjà que Dantès serait nommé capitaine. Et comme Dantès était fort aimé à bord, ces braves gens remerciaient ainsi l'armateur de ce qui, une fois par hasard, son choix était en harmonie avec leurs désirs. À peine M. Morel fut-il entré, qu'on dépêcha unanimement Danglars et Caderousse vers le fiancé. Ils avaient mission de le prévenir de l'arrivée du personnage important dont la vue avait produit une si vive sensation, et de lui dire de se hâter. Danglars et Caderousse partirent tout courant,
mais ils n'eurent pas fait 100 pas qu'à la hauteur du magasin à poudre, ils aperçurent la petite troupe qui venait. Cette petite troupe se composait de 4 jeunes filles amies de Mercédès et catalanes comme elle, et qui accompagnaient la fiancée à laquelle Edmond donnait le bras. Près de la future marchait le père de Dantès, et derrière eux venait Fernand avec son mauvais sourire. Ni Mercédès, ni Edmond ne voyaient ce mauvais sourire de Fernand. Les pauvres enfants étaient si heureux qu'ils ne voyaient que seuls, et ce beau ciel pur qui les bénissait. Danglars et Caderousse s'acquittèrent de leur mission d'ambassadeurs, puis, après avoir échangé une poignée de main bien vigoureuse et bien amicale avec Edmond, ils allèrent, Danglars prendre place près de Fernand, Caderousse se ranger aux côtés du père Dantès, centre de l'attention générale. Ce vieillard était vêtu de son bel habit de taffetas épinglé, orné de larges boutons d'acier taillés à facettes. Ses jambes grêles, mais nerveuses, s'épanouissaient dans de magnifiques bas de coton moucheté qui sentaient d'une lieue la contrebande anglaise. À son chapeau à 3 cornes pendait un flot de rubans blancs et bleus. Enfin, il s'appuyait sur un bâton de bois tordu et recourbé par le haut comme un pedum antique. On eût dit un de ces muscadins qui paradaient en 1996 dans les jardins nouvellement rouverts du Luxembourg et des Tuileries. Près de lui, nous l'avons dit, s'était glissé Caderousse. Caderousse, que l'espérance d'un bon repas avait achevé de réconcilier avec les Dantès, Caderousse, à qui il restait dans la mémoire un vague souvenir de ce qui s'était passé la veille, comment se réveillant le matin, on trouve dans son esprit l'ombre du rêve qu'on a fait pendant le sommeil. Danglars, en s'approchant de Fernand, avait jeté sur l'amant désappointé un regard profond. Fernand, marchant derrière les futurs époux, complètement oubliés par Mercédès, qui, dans cet égoïsme juvénile et charmant de l'amour, n'avait Dieu que pour son Edmond. Fernand était pâle, puis rouge par bouffées subites qui disparaissaient pour faire place chaque fois à une pâleur croissante. De temps en temps, il regardait du côté de Marseille, et alors un tremblement nerveux et involontaire faisait frissonner ses membres. Fernand semblait attendre, ou tout au moins prévoir quelque grand événement. Dantès était simplement vêtu. Appartenant à la marine marchande, il avait un habit qui tenait le milieu entre l'uniforme militaire et le costume civil, et, sous cet habit, sa bonne mine, que rehaussaient encore la joie et la beauté de sa fiancée, était parfaite. Mercédès était belle comme une de ces Grecques de Chypre ou de Céos, aux yeux d'ébène et aux lèvres de corail. Elle marchait de ce pas libre et franc dont marchent les Arlésiennes et les Andalouses. Une fille des villes eût peut-être essayé de cacher sa joie sous un voile ou tout au moins sous le velours de ses paupières, mais Mercédès souriait et regardait tout ce qui l'entourait, et son sourire et son regard disaient aussi franchement qu'auraient pu le dire ses paroles. « Si vous êtes mes amis, réjouissez-vous avec moi, car en vérité, je suis bien heureuse. » Dès que les fiancés et ceux qui les accompagnaient furent en vue de la réserve, M. Morel descendit et s'avança à son tour au-devant d'eux, suivi des matelots et des soldats avec lesquels il était resté et auxquels il avait renouvelé la promesse déjà faite à Dantès qu'il succéderait au capitaine Leclerc. En le voyant venir, Edmond quitta le bras de sa fiancée et le passa sous celui de M. Morel. L'armateur et la jeune fille donnèrent alors l'exemple en montant les premiers de l'escalier de bois qui conduisait à la chambre où le dîner était servi et qui cria pendant 5 minutes sous les pas pesants des convives.
Mon père, dit Mercédès en s'arrêtant au milieu de la table, vous à ma droite, je vous prie. Quant à ma gauche, j'y mettrai celui qui m'a servi de frère, fit-elle avec une douceur qui pénétra au plus profond du cœur de Fernand comme un coup de poignard. Ses lèvres blêmirent, et sous la teinte bistrée de son mâle visage, on put voir une fois encore le sang se retirer peu à peu pour affluer au cœur. Pendant ce temps, Dantès avait exécuté la même manœuvre. À sa droite, il avait mis monsieur Morel, à sa gauche Danglars, puis, de la main, il avait fait signe à chacun de se placer à sa fantaisie. Déjà, accouraient autour de la table les saucissons d'Arles à la chair brune et au fumet accentué, les langoustes à la cuirasse éblouissante, les praires à la coquille rosée, les oursins qui semblent des châtaignes entourées de leur enveloppe piquante, les clovis qui ont la prétention de remplacer avec supériorité pour les gourmets du midi les huîtres du nord, enfin tous ces hors-d'œuvre délicats que la vague roule sur sa rive sablonneuse et que les pêcheurs reconnaissants désignent sous le nom générique de fruits de mer. Un beau silence, dit le vieillard en savourant un verre de vin jaune comme la topaze que le père Pamphile en personne venait d'apporter devant Mercédès. Dirait-on qu'il y a 30 personnes qui ne demandent qu'à rire. Eh, un mari n'est pas toujours gai, dit Caderousse. Le fait est, dit Dantès, que je suis trop heureux en ce moment pour être gai. Si c'est comme cela que vous l'entendez, voisin, vous avez raison. La joie fait quelquefois un effet étrange. Elle oppresse, comme la douleur. Danglars observa Fernand, dont la nature impressionnable absorbait et renvoyait chaque émotion. Allons, dit-il, est-ce que vous craindriez quelque chose? Il me semble au contraire que tout va selon vos désirs. Et c'est justement cela qui m'épouvante, dit Dantès. Il me semble que l'homme n'est pas fait pour être si facilement heureux. Le bonheur est comme ces palais des îles enchantées dont les dragons gardent les portes. Il faut combattre pour le conquérir. Et moi, en vérité, je ne sais en quoi j'ai mérité le bonheur d'être le mari de Mercédès. Le mari, le mari, dit Caderousse en riant. Pas encore, mon capitaine. Essaye un peu de faire le mari, et tu verras comme tu seras reçu. Mercédès rougit. Fernand se tourmentait sur sa chaise, tressaillait au moindre bruit, et de temps en temps essuyait de larges plaques de sueur qui perlaient sur son front comme les premières gouttes d'une pluie d'orage. Ma foi, dit Dantès, voisin Caderousse, ce n'est point la peine de me démentir pour si peu. Mercédès n'est point encore ma femme, c'est vrai. Il tira sa montre. Mais dans 1 heure et demie, elle le sera. Chacun poussa un cri de surprise, à l'exception du père de Dantès, dont le large rire montra les dents encore belles. Mercédès sourit et ne rougit plus. Fernand saisit convulsivement le manche de son couteau. « Dans 1 heure » dit Danglars, pâlissant lui-même. « Et comment cela ?» Oui, mes amis, répondit Dantès. Grâce au crédit de monsieur Morel, l'homme après mon père auquel je dois le plus au monde, de toutes les difficultés sont aplanies. Nous avons acheté les bancs, et à 2 heures et demie, le maire de Marseille nous attend à l'hôtel de ville. Or, comme 1 heure et 1 quart viennent de sonner, je ne crois pas me tromper de beaucoup en disant que, dans 1 heure 30 minutes, Mercédès s'appellera Madame Dantès. Fernand ferma les yeux.
Un nuage de feu brûla ses paupières. Il s'appuya à la table pour ne pas défaillir, et malgré tous ses efforts ne put retenir un gémissement sourd qui se perdit dans le bruit des rires et des félicitations de l'assemblée. « C'est bien agir, cela, hein ?» dit le père Dantès. « Cela s'appelle-t-il perdre son temps, à votre avis? Arrivé d'hier au matin, marié aujourd'hui à 3 heures. Parlez-moi des marins pour aller rondement en besogne. » Mais les autres formalités, objecta timidement Danglars. Le contrat, les écritures. Le contrat, dit Dantès en riant. Le contrat est tout fait. Mercédès n'a rien, ni moi non plus. Nous nous marions sous le régime de la communauté, et voilà. Ça n'a pas été long à écrire, et ce ne sera pas cher à payer. Cette plaisanterie excita une nouvelle explosion de joie et de bravoure. Ainsi, ce que nous prenions pour un repas de fiançailles, dit Danglars, est tout bonnement un repas de noces. Non pas, dit Dantès. Vous n'y perdrez rien, soyez tranquille. Demain matin, je pars pour Paris. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir, 1 jour pour faire en conscience la commission dont je suis chargé, et le 1er mars, je suis de retour. Au 2 mars donc, le véritable repas de noces. Cette perspective d'un nouveau festin redoubla l'hilarité au point que le père Dantès, qui au commencement du dîner se plaignait du silence, faisait maintenant, au milieu de la conversation générale, de vains efforts pour placer son vœu de prospérité en faveur des futurs époux. Dantès devina la pensée de son père et y répondit par un sourire plein d'amour. Mercédès commença de regarder l'heure au coucou de la salle et fit un petit signe à Edmond. Il y avait autour de la table cette hilarité bruyante et cette liberté individuelle qui accompagne, chez les gens de condition inférieure, la fin des repas. Ceux qui étaient mécontents de leur place s'étaient levés de table et avaient été chercher d'autres voisins. Tout le monde commençait à parler à la fois, et personne ne s'occupait de répondre à ce que son interlocuteur lui disait, mais seulement à ses propres pensées. La pâleur de Fernand était presque passée sur les joues de Danglars. Quant à Fernand lui-même, il ne vivait plus et semblait damné dans le lac de feu. Un des premiers, il s'était levé et se promenait de long en large dans la salle, essayant d'isoler son oreille du bruit des chansons et du choc des verres. Caderousse s'approchait de lui au moment où Danglars, qui semblait fuir, venait de le rejoindre dans un angle de la salle. « Et en vérité, dit Caderousse, à qui les bonnes façons de Dantès et surtout le bon vin du père Pamphile avaient enlevé tous les restes de la haine dont le bonheur inattendu de Dantès avait jeté les germes dans son âme. « En vérité, Dantès est un gentil garçon, et quand je le vois assis près de sa fiancée, je me dis que c'eût été dommage de lui faire la mauvaise plaisanterie que vous complotiez hier. » Aussi, dit Danglars, tu as vu que la chose n'a pas eu de suite. Ce pauvre M. Fernand était si bouleversé qu'il m'avait fait de la peine d'abord, mais du moment qu'il en a pris son parti, au point de s'être fait le premier garçon de noces de son rival, il n'y a plus rien à dire. Caderousse regarda Fernand. Il était livide. Le sacrifice est d'autant plus grand, continua Danglars, qu'en vérité la fille est belle. Peste! L'heureux coquin que mon futur capitaine. Je voudrais m'appeler Dantès 12 heures seulement. Partons-nous? Demanda la douce voix de Mercédès. Voici 2 heures qui sonnent,
et l'on nous attend à 2h15. Oui, oui, partons, dit Dantès en se levant vivement. Partons, répétèrent en chœur tous les convives. Au même instant, Danglars, qui ne perdait pas de vue Fernand assis sur le rebord de la fenêtre, le vit ouvrir des yeux hagards, se lever comme par un mouvement convulsif et retomber assis sur l'appui de cette croisée. Presque au même instant, un bruit sourd retentit dans l'escalier. Le retentissement d'un pas pesant, une rumeur confuse de voix mêlées à un cliquetis d'armes couvrirent les exclamations des convives, si bruyantes qu'elles fussent, et attirèrent l'attention générale qui se manifesta à l'instant même par un silence inquiet. Le bruit s'approcha. 3 coups retentirent dans le panneau de la porte. Chacun regarda son voisin d'un air étonné. « Au nom de la loi !» cria une voix vibrante à laquelle aucune voix ne répondit. Aussitôt la porte s'ouvrit et un commissaire, ceint de son écharpe, entra dans la salle suivi de 4 soldats armés conduits par un caporal. L'inquiétude fit place à la terreur. « Qu'y a-t-il » demanda l'armateur en s'avançant au-devant du commissaire qu'il connaissait. « Bien certainement, monsieur, il y a méprise. »« S'il y a méprise, monsieur Morel, répondit le commissaire, croyez que la méprise sera promptement réparée. En attendant, je suis porteur d'un mandat d'arrêt, et quoique ce soit avec regret que je remplisse ma mission, il ne faut pas moins que je la remplisse. Lequel de vous, messieurs, est Edmond Dantès ?» Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme qui, fort ému, mais conservant sa dignité, fit un pas en avant et dit « C'est moi, monsieur. Que me voulez-vous » « Edmond Dantès, reprit le commissaire, au nom de la loi, je vous arrête. » « Vous m'arrêtez » dit Edmond avec une légère pâleur. « Mais pourquoi m'arrêtez-vous » ? « Je l'ignore, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. » Monsieur Morel comprit qu'il n'y avait rien à faire contre l'inflexibilité de la situation. Un commissaire ceint de son écharpe n'est plus un homme, c'est la statue de la loi, froide, sourde, muette. Le vieillard, au contraire, se précipita vers l'officier. Il y a des choses que le cœur d'un père ou d'une mère ne comprendra jamais. Il pria et supplia, larmes et prières ne pouvaient rien. Cependant, son désespoir était si grand que le commissaire en fut touché. « Monsieur, dit-il, tranquillisez-vous. Peut-être votre fils a-t-il négligé quelques formalités de douane ou de santé, et selon toute probabilité, lorsqu'on aura reçu de lui les renseignements qu'on désire en tirer, il sera remis en liberté. » « Ah ça, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda en fronçant le sourcil Caderousse à Danglars, qui jouait la surprise. « Le sais-je, moi ?» dit Danglars. « Je suis comme toi. Je vois ce qui se passe, je n'y comprends rien, et je reste confondu. » Caderousse chercha des yeux Fernand. Il avait disparu. Toute la scène de la veille se représenta alors à son esprit avec une effrayante lucidité. On eût dit que la catastrophe venait de tirer le voile que l'ivresse de la veille avait jeté entre lui et sa mémoire. « Oh oh !» dit-il d'une voix rauque. « Serait-ce la suite de la plaisanterie dont vous parliez hier, Danglars ? En ce cas, malheur à celui qui l'aurait faite, car elle est bien triste. »« Pas du tout !» s'écria Danglars.
Tu sais bien au contraire que j'ai déchiré le papier. Tu ne l'as pas déchiré, dit Caderousse. Tu l'as jeté dans un coin, voilà tout. Tais-toi, tu n'as rien vu, tu étais ivre. Où est Fernand? Le sais-je, moi? Répondit Danglars. À ses affaires, probablement. Mais au lieu de nous occuper de cela, allons donc porter du secours à ces pauvres affligés. En effet, pendant cette conversation, Dantès avait en souriant serré la main à tous ses amis et s'était constitué prisonnier en disant « Soyez tranquilles, l'erreur va s'expliquer et probablement que je n'irai même pas jusqu'à la prison. » Oh, bien certainement, j'en répondrai, dit Danglars, qui en ce moment s'approchait, comme nous l'avons dit, du groupe principal. Dantès descendit l'escalier, précédé du commissaire de police et entouré par les soldats. Une voiture, dont la portière était toute ouverte, attendait à la porte. Il y monta, 2 soldats et le commissaire montèrent après lui, la portière se referma, et la voiture reprit le chemin de Marseille. « Adieu, Dantès! Adieu, Edmond !» s'écria Mercédès en s'élançant sur la balustrade. Le prisonnier, entendant ce dernier cri, sortit comme un sanglot du cœur déchiré de sa fiancée. Il passa la tête par la portière, cria « Au revoir, Mercédès !» et disparut à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. « Attendez-moi ici, » dit l'armateur. « Je prends la première voiture que je rencontre, je cours à Marseille, et je vous rapporte des nouvelles. »« Allez !» crièrent toutes les voix. « Allez, et revenez bien vite !» Il y eut, après ce double départ, un moment de stupeur terrible parmi tous ceux qui étaient restés. Le vieillard et Mercédès restèrent quelque temps isolés, chacun dans sa propre douleur, mais enfin leurs yeux se rencontrèrent. Ils se reconnurent comme 2 victimes frappées du même coup et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Pendant ce temps, Fernand rentra, se versa un verre d'eau qu'il but et alla s'asseoir sur une chaise. Le hasard fit que ce fut sur une chaise voisine que vint tomber Mercédès en sortant des bras du vieillard. Fernand, par un mouvement instinctif, recula sa chaise. « C'est lui, » dit à C'est lui, dit à Danglars Caderousse, qui n'avait pas perdu de vue le Catalan. Je ne crois pas, répondit Danglars. Il était trop bête. En tout cas, que le coup retombe sur celui qui l'a fait. Tu ne me parles pas de celui qui l'a conseillé, dit Caderousse. Ah, ma foi, dit Danglars, si l'on était responsable de tout ce que l'on dit en l'air. Oui, lorsque ce que l'on dit en l'air retombe par la pointe. Pendant ce temps, les groupes commentaient l'arrestation de toutes les manières. « Et vous, Danglars ?» dit une voix. « Que pensez-vous de cet événement ?»« Moi ?» dit Danglars. « Je crois qu'il aura rapporté quelques ballots de marchandises prohibées. » Mais si c'était cela, vous devriez le savoir, Danglars, vous qui étiez agent comptable. Oui, c'est vrai. Mais l'agent comptable ne connaît que les colis qu'on lui déclare. Je sais que nous sommes chargés de coton, voilà tout. Que nous avons pris le chargement à Alexandrie, chez M. Prastet, et à Smyrne, chez M. Pascal. Ne m'en demandez pas davantage. Oh, je me rappelle maintenant, murmura le pauvre père, se rattachant à ce débris, qu'il m'a dit hier qu'il avait pour moi une caisse de café et une caisse de tabac.
Voyez-vous, dit Danglars, c'est cela. En notre absence, la douane aura fait une visite à bord du Pharaon et elle aura découvert le poteau rose. Mercédès ne croyait point à tout cela, car comprimée jusqu'à ce moment, sa douleur éclata tout à coup en sanglots. Allons, allons, espoir, dit sans trop savoir ce qu'il disait le père Dantès. Espoir, répéta Danglars. Espoir, essaya de murmurer Fernand. Mais ce mot l'étouffait. Ses lèvres s'agitèrent. Aucun son ne sortit de sa bouche. Messieurs, cria un des convives restés en vedette sur la balustrade. Messieurs, une voiture! Ah! C'est monsieur Morel! Courage! Courage! Sans doute qu'il nous apporte de bonnes nouvelles. Mercédès et le vieux père coururent au-devant de l'armateur qu'ils rencontrèrent à la porte. Monsieur Morel était fort pâle. Eh bien, s'écrièrent-ils d'une même voix. Eh bien, mes amis, répondit l'armateur en secouant la tête, la chose est plus grave que nous ne le pensions. Oh, monsieur, s'écria Mercédès, il est innocent. Je le crois, répondit monsieur Morel, mais on l'accuse. De quoi donc? Demanda le vieux Dantès. D'être un agent bonapartiste. Ceux de mes auditeurs qui ont vécu dans l'époque où se passe cette histoire se rappelleront quelle terrible accusation c'était alors que celle que venait de formuler monsieur Morel. Mercédès poussa un cri. Le vieillard se laissa tomber sur une chaise. « Ah » murmura Caderousse, « vous m'avez trompé, Danglars, et la plaisanterie a été faite. Mais je ne veux pas laisser mourir de douleur ce vieillard et cette jeune fille, et je vais tout leur dire. »« Tais-toi, malheureux !» s'écria Danglars en saisissant la main de Caderousse, « ou je ne réponds pas de moi-même. » Qui te dit que Dantès n'est pas véritablement coupable? Le bâtiment a touché à l'île d'Elbe, il y est descendu, il est resté tout un jour à Porto-Ferrajo. Si l'on trouvait sur lui quelques lettres qui le compromettent, ceux qui l'auraient soutenu passeraient pour ses complices. Caderousse, avec l'instinct rapide de l'égoïsme, comprit toute la solidité de ce raisonnement. Il regarda Danglars avec des yeux hébétés par la crainte et la douleur, et pour un pas qu'il avait fait en avant, il en fit deux en arrière. « Attendons alors, » murmura-t-il. « Oui, attendons, » dit Danglars. « S'il est innocent, on le mettra en liberté. S'il est coupable, il est inutile de se compromettre pour un conspirateur. »« Alors, pardon. Je ne puis plus rester longtemps ici. »« Oui, viens, » dit Danglars, enchanté de trouver un compagnon de retraite. « Viens, et laissons-les se retirer de là comme ils pourront. » Ils partirent. Fernand, redevenu l'appui de la jeune fille, prit Mercédès par la main et la ramena aux Catalans. Les amis de Dantès ramenèrent, de leur côté, aux allées de Mélan, ce vieillard presque évanoui. Bientôt, cette rumeur que Dantès venait d'être arrêté comme agent bonapartiste se répandit par toute la ville. Eussiez-vous cru cela, mon cher Danglars? Dit monsieur Morel en rejoignant son agent comptable et Caderousse, car il regagnait lui-même la ville en toute hâte pour avoir quelques nouvelles directes d'Edmond par le substitut du procureur du roi, monsieur de Villefort, qu'il connaissait un peu. Auriez-vous cru cela? Dame, monsieur, répondit Danglars, je vous avais dit que Dantès, sans aucun motif, avait relâché à l'île d'Elbe.
Et cette relâche, vous le savez, m'avait paru suspecte. Mais aviez-vous fait part de vos soupçons à d'autres qu'à moi? Je m'en serais bien gardé, monsieur, ajouta tout bas Danglars. Vous savez bien qu'à cause de votre oncle, monsieur Policar Morel, qui a servi sous l'autre et qui ne cache pas sa pensée, on vous soupçonne de regretter Napoléon. J'aurais eu peur de faire tort à Edmond et ensuite à vous. Il y a de ces choses qu'il a du devoir d'un subordonné de dire à son armateur et de cacher sévèrement aux autres. Bien, Danglars, bien, dit l'armateur. Vous êtes un brave garçon. Aussi, j'avais d'avance pensé à vous, dans le cas où ce pauvre Dantès fût advenu comme capitaine du Pharaon. Comment cela, monsieur? Oui, j'avais d'avance demandé à Dantès ce qu'il pensait de vous, et s'il aurait quelque répugnance à vous garder à votre poste. Car je ne sais pourquoi, j'avais cru remarquer qu'il y avait du froid entre vous. Et que vous a-t-il répondu? Qu'il croyait effectivement avoir eu dans une circonstance qu'il ne m'a pas dite, quelque tort envers vous, mais que toute personne qui avait la confiance de l'armateur avait la sienne. L'hypocrite, murmura Danglars. Pauvre Dantès, dit Caderousse. C'est un fait qu'il était excellent garçon. Oui, mais en attendant, dit M. Morel, voilà le Pharaon sans capitaine. Oh, dit Danglars, il faut espérer, puisque nous ne pouvons repartir que dans 3 mois, que d'ici à cette époque, Dantès sera mis en liberté. Sans doute, mais jusque-là. Eh bien, jusque-là, me voici, monsieur Morel, dit Danglars. Vous savez que je connais le maniement d'un navire aussi bien que le premier capitaine au long cours venu. Cela vous offrira même un avantage de vous servir de moi, car lorsque Edmond sortira de prison, vous n'aurez personne à remercier. Il reprendra sa place, et moi la mienne. Voilà tout. Merci, Danglars, dit l'armateur. Voilà en effet qui concilie tout. Prenez donc le commandement, je vous y autorise, et surveillez le débarquement. Il ne faut jamais, quelque catastrophe qui arrive aux individus, que les affaires souffrent. Soyez tranquille, monsieur. Mais pourra-t-on le voir au moins, ce bon Edmond? Je vous dirai cela tout à l'heure, Danglars. Je vais tâcher de parler à M. de Villefort et d'intercéder près de lui en faveur du prisonnier. Je sais bien que c'est un royaliste enragé, mais que diable! Tout royaliste et procureur du roi qu'il est, il est un homme aussi, et je ne le crois pas méchant. Non, dit Danglars, mais j'ai entendu dire qu'il était ambitieux, et cela se ressemble beaucoup. Enfin, dit M. Morel avec un soupir, nous verrons. Allez à bord, je vous y rejoins. Et il quitta les 2 amis pour prendre le chemin du palais de justice. Tu vois, dit Danglars à Caderousse, la tournure que prend l'affaire. As-tu encore envie d'aller soutenir Dantès maintenant? Non, sans doute, mais c'est cependant une terrible chose qu'une plaisanterie qui a de pareilles suites. Dame, qui l'a faite? Ce n'est ni toi ni moi, n'est-ce pas? C'est Fernand. Tu sais bien que, quant à moi, j'ai jeté le papier dans un coin. Je croyais même l'avoir déchiré. Non, non, dit Caderousse. Oh, quant à cela, j'en suis sûr. Je le vois au coin de la tonnelle, tout froissé, tout roulé. Et je voudrais même bien qu'il y fût encore où je le vois. Que veux-tu? Fernand l'aura ramassé, Fernand l'aura copié ou fait copier.
Fernand n'aura peut-être même pas pris cette peine. Et j'y pense, mon Dieu, il aura peut-être envoyé ma propre lettre. Heureusement que j'avais déguisé mon écriture. Mais tu savais donc que Dantès conspirait? Moi? Je ne savais rien au monde. Comme je l'ai dit, j'ai cru faire une plaisanterie, pas autre chose. Il paraît que, comme Arlequin, j'ai dit la vérité en riant. C'est égal, reprit Caderousse. Je donnerais bien des choses pour que toute cette affaire ne fût pas arrivée, ou du moins pour n'y être mêlé en rien. Tu verras qu'elle nous portera malheur, Danglars. Si elle doit porter malheur à quelqu'un, c'est au vrai coupable. Et le vrai coupable, c'est Fernand, et pas nous. Quel malheur veux-tu qu'il nous arrive à nous? Nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles, sans souffler mot de tout cela, et l'orage passera sans que le tonnerre tombe. Amen, fit Caderousse, en faisant signe d'adieu à Danglars et en se dirigeant vers les allées de Mélan tout en secouant sa tête et en se parlant à lui-même, comme ont l'habitude de faire les gens fort occupés. Bon, dit Danglars, les choses prennent la tournure que j'avais prévue. Me voilà capitaine par intérim, et si cet imbécile de Caderousse peut se taire, capitaine tout bon. Il n'y a donc que le cas où la justice relâcherait Dantès, oh, mais, ajouta-t-il avec un sourire, la justice est la justice, et je me rapporte à elle. Et sur ce, il sauta dans une barque en donnant l'ordre au batelier de le conduire à bord du Pharaon, où l'armateur, on se le rappelle, lui avait donné rendez-vous. Et voilà, chers amis, c'est tout pour cette semaine pour le conte de Monte Cristo. Rendez-vous jeudi prochain à 21h pour la 3e partie. Et je vois que ça s'échauffe que dans le chat, les gens sont fous. Les gens sont en train de préparer des Morgenstern. Il y a des envies de vengeance envers Danglars. Oh là là. Ah, je vous avais prévenu. Le drama commence. Et le drama commence plutôt fort. Moi je les aime bien, dira De Cobra, ça donne de bonnes idées pour les parties de JDR. Effectivement. Mais je vous le garantis, quand j'ai lu ça, j'ai fait oh Danglars. Oh là là, oh ce méchant. Oh, il est fantastique. Il est génial. Il est machiavélique. Je me doutais qu'il se passerait un truc comme ça, mais quand il explique son plan à Monsieur Morel, enfin, surtout, pourquoi est-ce que vous devriez me choisir comme capitaine? Ça se tient, c'est parfait, c'est sans accroc. Oh là 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 là, mais quel salopard. Ah bah écoute, Kazoo, je t'avoue qu'il y a une bonne partie de pif parce que je m'étais juste basé sur la première description qui a été faite de lui. Et la première, c'est un mec obséquieux qui, globalement, parle bien à ses supérieurs et qui traite mal ses inférieurs, enfin ses subalternes. À partir de là,
Je me suis dit, Bon, cette voix-là, elle est parfaite pour un mec comme ça. puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ouais. C'est une citation célèbre juste avant de mourir. Non, ça vient d'où à part ça? J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et Tim, attends. L'agence Tourisque. Fernand n'est pas mieux, mais bon, Danglars. Mais Danglars! Mais ce méchant de qualité, il est incroyable! Il est incroyable! Il est super. Il est super. Alors juste que je regarde, j'en étais où? Ouais, mais clairement, ouais. Clairement, je préfère être un petit peu en avance. Ok. C'est la même voix que Stapleton dans Le Chien des Baskerville. Je ne sais pas. Je ne sais pas, sous de DB. Ouais, mais la voix fait vraiment beaucoup. Bien tenté. Bien tenté, petit troll. D'ailleurs, on en a eu deux des trolls ce soir. C'est bien tenté, hein. J'ai failli tomber dedans, mais dommage. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Mais pour peu que tu restes, merci Jade. Du coup. Le failli est important. Bah, oui et non, chez Skazoo, parce qu'en fait, depuis. Je sais plus dans lequel j'étais tombé l'autre fois. Mais maintenant, je commence vraiment à prendre le pli à lire le pseudo des gens. Enfin, si j'ai pas vu les gens dans le chat, j'essaie de lire vraiment. Ouais, c'est tout aussi fun, Jade, mais je, je vais pas le dire pour autant. Bien tenté. Mais cela dit, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Bon alors. Euh... J'ai préféré faire court. Attendez, j'ai cru voir des choses pendant le live. Je veux juste être sûr. D'accord. Donc en fait, j'ai vu un message. Je viens de voir c'est ton chuchotement que j'ai cru voir sur Skazoo. En fait, je me suis fait une sueur froide tout seul. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une alerte Twitch qui est arrivée sur mon téléphone et je me suis dit, attends, est-ce que Bavard a commencé? Et ça m'a vraiment laissé une sueur froide en mode, attends, est-ce que, est-ce que je me suis planté? Est-ce que je devais commencer à 21h? Mais en fait, c'était pas possible. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la créativité pour leur nom Squat, tout à fait. C'est vrai que c'est créatif pour jouer avec la phonétique. Mais du coup, heureusement, non, Bavard n'a pas encore commencé, donc ça veut dire que je vais pouvoir vous y envoyer en temps et en heure. Et ça, c'est beau. Écoute, Raveline, je ne sais pas. Comme j'ai déjà dit, je découvre le bouquin pour vous, pour l'émission, puisque je l'ai pas encore lu. Et je vous cache pas que c'est un véritable plaisir parce que le style de Dumas, ça se lit tout seul. Vraiment, ça se lit, mais c'est am miam miam. Et bon, j'admets que j'ai lu un chapitre de plus que ce qui était nécessaire pour l'émission cette semaine. Et celui qui arrive le premier de la prochaine fois, oh,
Ça, c'est- là, Dumas vient juste de poser. Enfin, la semaine passée, il posait les pièces pour le drama. Cette semaine, il l'enclenche. Semaine prochaine, il serre la vis. C'est incroyable. C'est incroyable. Le vrai coupable sera puni, peut-être, mais à part ça, j'ai pas souvenir que. Enfin, faut pas oublier un truc, c'est que Alexandre Dumas, c'est pas un scénariste américain. C'est-à-dire que potentiellement, l'histoire peut être injuste. Ça peut mal se finir. Littérature classique, c'est pas obligé de bien se finir. Et ben, vous l'avez remarqué avec le choix des musiques, j'ai vraiment mis l'emphase sur l'aspect dramatique, mais en vrai, c'est. Je ne suis pas certain qu'on aura une bonne, enfin qu'on aura une fin où tout se finit bien, enfin une fin de comédie, où ça se finit bien avec un mariage et où tout le monde est content. Je suis clairement pas sûr. Parce qu'à titre personnel, les grandes fresques de littérature classique française, il y a même des fois où ça se finit bien. Donc je ne sais pas. Je ne garantis rien. Il y a beaucoup de dialogues, non? Oui, absolument. Est-ce qu'il était encore payé à la ligne, Dumas? Écoute, je sais pas, je l'ai eu au téléphone la semaine passée, mais il n'a pas voulu me dire. Eh ben tant mieux, Mad Squad, que tu l'aies pas lu. Parce que du coup, tu vas pouvoir le découvrir avec nous. Eh oui, c'est ça qui est beau. Hein? Je comprends pas ton dernier message, cette pelote. Les trois mousquetaires, ça se finit pas super bien non plus. Ah, ça dépend. Ça dépend, les ferrets de la reine, ça se finit plutôt bien. Enfin, le premier en tout cas. Enfin, ouais, à la différence de un personnage. Mais... Mais les trois mousquetaires, 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne, alors, clairement les gens, on le fera pas tout de suite. Clairement pas. Mais par contre, je vous avoue que ça me tente très très fort de, un peu plus tard, de faire la trilogie Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. Par contre, ce ne sera pas après le comte de Monte Cristo, parce qu'après le comte de Monte Cristo, je me suis dit que vu la taille du bouquin, le prochain, c'est moi qui le choisis. Et toc. Et ça va être un bouquin cool, vous inquiétez pas. Pas tout de suite en même temps. En même temps, on a pour un an facile avec le comte de Monte Cristo. C'est possible, Suskazu. En fait, le seul moyen pour qu'on en aille pour moins d'un an avec le comte de Monte Cristo, ce serait que je fasse 2 live lectures par semaine. Mais comment dire? Euh, je ne sais pas si je sais assurer 2 émissions lecture par semaine. Très franchement. Je vais attendre encore un peu. Parce que, en fait, pour vous donner un peu un ordre d'idée, vu qu'on arrive vers l'été, en fait, c'est ça. Je suis un peu contenu, enfin, je suis un peu tenu avec ça, avec la question des différentes interdictions liées au Covid. Parce que, en gros, si ça commence à réouvrir, ça va vite devenir n'importe quoi en termes d'organisation pour les spectacles. Et je risque de me retrouver avec énormément de boulot sur scène et éventuellement dans les studios dans les prochains mois si ça se déconfine un peu. Si ça se déconfine pas, j'aurai encore plein de temps. Mais je peux pas prendre ce risque-là en été parce que si ça se déconfine, en été, ça va être vraiment plein.
Je vais vraiment avoir de quoi jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça va dépendre. Et en fait, pour tenter de rajouter une émission par semaine, il est possible que je le fasse. Je vous le cache pas, parce que clairement, l'aventure Twitch me plaît pas mal. Donc, je me dis pourquoi pas rajouter une émission. Mais, euh, pour l'instant, je ne sais pas quand. Et j'aimerais bien tenter l'expérience dans une période un peu calme, où j'ai le temps de prendre le rythme. En ce moment, je n'ai pas le temps de prendre le rythme. Bah, il y a ça aussi, Suizkazoo, c'est que je sais qu'il faut que je me repose parce que sinon. En fait, c'est pour ça que je suis embêté. C'est que si je vous propose plein d'émissions, c'est cool, mais si c'est pour vous proposer plein d'émissions moins bien faites, je trouve ça pas chouette. Et en l'état actuel des live lectures, je ne peux pas baisser la qualité. C'est l'étape d'après, ce serait juste de lire sans musique. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Vraiment. Et si on fait des matinales le samedi matin, j'ai dit, ça c'est vraiment occasionnel. Je peux pas assurer tous les samedis matins. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, on va rester à 2 par semaine. Et donc, le Comte de Monte Cristo, on va en avoir pour un an, quoi, a priori. Genre un petit oui-oui à la plage. C'est pas dans le domaine public, oui-oui. Donc, la question, elle est vite répondue. Ça m'a fait rire si des auditeurs ont vécu à l'époque où se passe cette histoire, en 2021. Oui, bah bien sûr, vous étiez là en 1800 et des bananes. Bien sûr. À quand le tapis pendant la lecture? Ah bah alors Radio Cobra, il n'y a pas de problème. Si vous voulez de la musique en temps réel pendant la lecture, à ce moment-là, j'ouvre un site internet et j'ouvre des candidatures, enfin j'ouvre des appels à candidature spontanés pour des techniciens son qui viendraient une fois par semaine faire 4 heures d'émission avec moi sur Twitch et gratuitement parce que parce que j'ai pas le toit le payer. Vous êtes chou. Garde le cap, c'est top comme ça. Bah écoute. Merci Sweet Pelote, je vais garder ça comme idée. Merci Raveline. Bah, franchement, Radio Cobra, j'adorerais. Franchement, en fait, ultimement, c'est à ça que j'aspire, parce que concrètement, c'est ça que faisait. Enfin, non, Belmar, il mettait pas tellement de musique. Il y avait un petit peu au début, un petit peu à la fin, mais il y a une émission que j'écoutais à la radio qui faisait ça. Et c'était incroyable. Vraiment. Le seul truc, c'est que. Le tapis Raveline, c'est un terme de radio pour dire une musique à bas volume que tu gardes en permanence en fond. C'est un code que les podcasteurs ont continué à utiliser. C'est vrai qu'il n'y aurait pas que l'ingé son, il faudrait aussi que je le dirige, enfin que je lui fasse les bons gestes au bon moment. Ce serait possible, mais ça voudrait dire que je passerais de 4 heures de préparation pour une émission à 10. Et en vrai, j'adorerais faire ça. Le truc, c'est que je n'ai pas le temps de faire ça parce que les émissions ne me payent pas assez. Si demain, l'aube des songes, c'est mon salaire, alors à ce moment-là, c'est envisageable que je prenne 10 heures pour préparer une émission. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc je ne peux pas. Euh, Qu'est-ce que tu disais, Mad Squat? Dire que c'est leur faudra de la visibilité. Non. Et ce que tu dis, Kazu, est exactement juste. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pars du principe que tout travail mérite salaire. Que la visibilité ne paye pas les factures. C'est absolument juste. D'autant plus, d'autant plus que étant en posture, enfin, ici je suis animateur. Dans la vie hors internet, je suis comédien. Donc j'ai l'habitude d'être la personne mise en lumière. Le truc, c'est que je bosse depuis longtemps avec des techniciens son et lumière, et je sais que ce sont des gens qui ont tendance à se mettre en retrait. Parce que ben, c'est leur métier d'être dans l'ombre. Et que s'ils ne se mettent pas dans la lumière, c'est qu'il y a une bonne raison. Le truc,
c'est que je trouverais absolument désagréable, pour ne pas dire autre chose, de profiter de ma position en lumière pour dire à quelqu'un, genre, ouais, mais t'inquiète, la visibilité c'est bon. Ça se fait pas. Je trouve que tu fais un travail, t'es payé. C'est tout. Même si c'est petit, même si c'est pas grand-chose. D'autant plus que je viens de passer le cap dans ma vie professionnelle il y a très peu de temps de, pour la première fois, refuser clairement de jouer parce qu'on me disait genre ouais c'est tant de Covid c'est pas facile de jouer mais pour la peine du coup tu vois ce serait gratuit mais du coup tu peux jouer et j'ai fait mais non absolument pas absolument pas demain si tu vas travailler et que ton employeur te fait genre ouais mais bon t'as un boulot c'est cool tu lui fais mais attends tu rigoles tu me payes mon salaire c'est tout sinon je travaille pas voilà un texon qui se met en lumière c'est un DJ. J'aurais tendance à dire que oui, mais je pense que les ingé sons me deviendraient tarés si je dis ça. Je viens de voir un truc qui me fait bugger, c'est que Twitch est en live sur Twitch. Twitchception. J'avoue. Tout travail mérite salaire. Mode Twitch, ça paye combien de l'heure? Alors là, pour la peine, Rocken, c'est bénévole. D'ailleurs, tu noteras que c'est quelque chose que j'ai proposé. Et si un jour ça devient trop pénible pour toi de faire ça, y a pas de souci, je te retire la partie modération. C'est vraiment à ce niveau-là. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis confus à chaque fois que quelqu'un fait une icône ou un dessin ou je ne sais quoi, et que j'ai envie, que je dis merci et que je sais que ça suffit pas. C'est parce que ben vous êtes chou. Mais du coup, là actuellement, je suis pas en mesure de vous payer. Personne. Mais sitôt que je le serai, il est hors de question que je laisse ça impayé. Par contre, la modération, c'est clairement du bénévolat. Si t'as envie de le faire, fais-le. Si t'as pas envie, y a pas de souci. Mais faut pas te forcer à faire un truc que t'as pas envie. C'est aussi ça la différence, Rock'n, c'est que quelque chose que tu... Mais je pense que tu le sais, hein. Mais je précise, si je commande quelque chose, il est hors de question que je ne le paye pas. Si j'engage quelqu'un pour faire un travail, il est hors de question que je ne le paye pas. Maintenant, quelqu'un qui fait spontanément quelque chose pour moi en me le proposant, c'est un cadeau. Quand tu es à Noël, si quelqu'un t'offre une écharpe, tu vas pas le payer pour ça. Ben là, pour la peine, c'est pareil. Sur ce, les amis, je vais vous abandonner puisque il vous faut vous rendre sur la chaîne de Bavard Stories qui ne va pas tarder à commencer, j'imagine. Où est-ce qu'il en est, l'ami Bavard? Twitch. Mon Twitch. Dis-moi. Bavard. Bavard est en ligne. Bavard est en temps de chargement. Très bien. Bavard charge son cosmos. Bavard n'est pas encore en live. Très bien. Oui, bah en fait, je discute encore 3 minutes avec vous, et puis ensuite je lance le générique. Comme ça, à la fin du générique, vous serez envoyé directement chez Bavard. Medrael était un son jusqu'au moment du chômage. D'accord. Moi, je me force pas à offrir des câlins parce que la bienveillance, ça ne coûte rien, mais ça rapporte beaucoup. Que voulez-vous ajouter à cela? Que voulez-vous ajouter à cela? Que voulez-vous ajouter à cela? Eh bien, comme je ne sais pas quoi ajouter, hop, tac, petit coup de promo. S'il y a des gens qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à la rejoindre. Si vous n'êtes toujours pas dans le Discord, je vous invite à le rejoindre aussi. Si vous venez dans le Discord pour la première fois, attention, pensez bien à aller dans le salon règles du serveur, de lire les règles, d'aller ensuite sous le message de Mi6 et de cliquer sur le petit écu, sur le petit bouton jaune et orange pour certifier que vous avez bien lu les règles. Vous aurez à ce moment-là le rôle voyageur et donc vous serez gardé et maintenu dans le Discord. Si vous ne faites pas ça, vous serez banni du Discord automatiquement par Mi6 à la fin de votre session. Donc pensez à bien faire cela, quoi.
Et puis, s'il y a des gens entre-temps qui veulent passer du côté du Tipeee, c'est là que ça se passe. Tant que la chaîne ne rapporte pas encore aux streamers, ça reste bénévole. La modération, tu dis, Rokan? Faut voir, hein. Faut voir, faut voir. Bien, bien, bien. Et surtout, ne dites pas bonjour. Surtout pas, effectivement. Bon. Je pense que nous sommes dans les temps pour vous envoyer chez Bavard. Bon. Des bisous Ravine, des bisous tout le monde. Je vous rappelle que vous retrouvez la rediffusion de ce live samedi à 18 h sur la chaîne YouTube. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain à 19 h. Pensez bien être là pour la session de vote pour le maître du donjon. Nous aurons le plaisir de jouer avec Alexis 100S et Kazoo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ah, mais ce timer disparaît. Voilà. Hop, des bisous. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant. Et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.